Bonjour les amis, si vous me suivez sur YouTube, je vous ai aussi promis de vous lire la postface de mon autobiographie « Quand s'élève une âme libre » parue aux éditions Maya il y a maintenant à peu près 2 ans. Pourquoi elle est importante ces postfaces? Parce que elle parle d'un monde meilleur. Et comme mes thèmes de prédilection, je vous l'ai expliqué, c'est notamment la condition humaine et un monde humaniste. J'ai écrit cette postface d'une 20aine de pages à l'occasion de mon autobiographie et je voulais la partager avec vous, alors pas comme un exercice complètement sec qui ne mène à rien. C'est un recueil de pensées, cette postface, et je ne vais pas vous la lire en entier aujourd'hui. L'idée, c'est que nous échangions des idées et que peut-être nous réussissions à créer un courant de pensée pour le bien de l'humanité, parce que quand on voit tout ce qui est exprimé sur les réseaux sociaux, ça fait un petit peu peur de voir que des gens font la promotion des extrémismes, de la violence, du sabotage de la valeur humaine, du saccage de la planète, de la pollution, de tout ce qui est néfaste en fait à nos valeurs humaines pour nous, pour nos descendants, et même nos ascendants doivent avoir un petit peu honte de temps en temps, vous ne pensez pas? Je ne sais pas vous, mais moi ça me dérange que certains fassent l'apologie de tout ce qui est néfaste pour nous, l'apologie de la violence, l'apologie de la haine. C'est tout le contraire qui anime l'humain qui veut le bien pour lui-même, sa famille et pour les autres. Alors on commence cette postface et j'attends là aussi vos commentaires. Et ce serait bien que l'on sème des petites graines de positif. Il y en a qui font déjà ça excellemment bien. Moi, je ne sais pas si vous suivez le Média Positif, Hugo Décrypte, tous ces gens qui ne font pas des news, qui sont déjà fake et qui contribuent à mettre en évidence le positif dans nos vies. Parce que là, ça manque sacrément. Alors, c'est un peu un plaidoyer que j'ai écrit il y a plusieurs années. Je vous raconte tout de suite. J'ai écrit ce plaidoyer il y a plusieurs années de cela et il était resté lettre morte sur mon ordinateur. L'invasion de l'Ukraine a eu lieu quand j'étais sur le point d'avoir fini d'écrire mon livre. Ça a ravivé l'envie de le partager avec les millions de défenseurs et combattants pour notre monde en péril, même si le concept est hors du cœur de mon récit. En 1958, Patrick Louis Richard, un directeur relations clients, a trouvé une citation dont la première partie est devenue culte dans notre société occidentale. Avec des si, on ne refait pas le monde. Pourtant, on oublie trop souvent la fin de la citation, mais encore moins avec des « on en reparlera plus tard ». Voyez ma panoplie de si là comme un acte militant pour le monde éveillé idéal dont je rêve, même si je sais qu'il reste fortement utopique. Si le monde était éducatif, tous ses habitants accéderaient à la connaissance et à l'éducation, quelle que soit leur race, sexe et lieu de vie. Au sein d'écoles novatrices, chacun apprendrait bien sûr à lire, écrire et compter, mais surtout à prendre confiance en lui, à être responsable de sa personne, bienveillant avec les autres et soucieux de la planète Terre, dans le but de devenir un être humain à part entière. On entendrait les parents dire « Oui, mon fils est à l'école des humains », plutôt que « Oui, mon fils est scolarisé ». De telles écoles adopteraient et appliqueraient les préceptes des enseignements millénaires de plusieurs civilisations. Ce melting pot éducatif universel ne pourrait relever de la seule responsabilité des enseignants. Le soutien précieux des parents, des communes, des aînés, des amis, des professionnels de l'enfance et de l'éducation, en bref, d'un riche réseau pluridisciplinaire et pluriethnique de volontaires,
travaillant en synergie, permettrait d'ouvrir nos polissons sur le monde en polissant le joyau le plus précieux, leur être intérieur. Est-ce choquant d'éduquer un enfant selon les préceptes du « qui suis-je » plutôt que du « qu'est-ce que je vais avoir » ? Alors, j'attends vos commentaires sur ce premier précepte, si le monde était éducatif, ce premier rêve. Est-ce que vous pouvez mettre vos commentaires dans l'espace qui vous est réservé? On continue un petit peu. Si le monde était sensé, l'éducation apprendrait à donner du sens, en responsabilisant l'apprenant plutôt qu'en le culpabilisant. Qui n'a pas entendu parler de bourrage de crâne? S'est-on jamais demandé comment se sentait l'apprenti de lecture ou de calcul face à l'acquisition de connaissances par système d'accumulation, d'action-réaction, vrai, faux? Surtout, quel sens cela avait pour lui? Prenons l'exemple de l'acquisition de la langue. Nos chérubins la manient avec beaucoup de sens dès les premiers mois de leur existence et remplissent leurs parents de joie avec les mots inventés ou déformés en attendant de progresser avec la pratique. L'idée ne vient pas aux parents de dire « Non, 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 là, tu as fait une faute. C'est mal ». Avec quelques années en plus, le petit apprenti, insatiable de curiosité, aborde la lecture et l'écriture. Le constat actuel est que pour la majorité d'entre eux, à l'entrée du collège, l'orthographe est une calamité et ils n'aiment plus lire et ne lisent que les livres obligatoires. Le débat a toujours été d'actualité et est désormais très médiatisé. Je reconnais que c'est un vrai bonheur de se délecter de phrases sans faute à l'écriture et à la lecture, étant littéraire de cœur et de formation. Pourtant, est-ce que le fait de faire trop de fautes d'orthographe change le sens du message et la compétence de communication de l'émetteur? Il existe de nombreuses langues exclusivement parlées qui ont transmis leur héritage à de multiples générations. Demandez aux fauteurs d'orthographe à quel point ils se sentent coupables de ne pas pouvoir faire une phrase parfaite, sans tache. Tellement l'enseignement les a rendus capables de ne pas atteindre la perfection. Quelqu'un de nul en orthographe ne peut-il décemment pas être un brillant conférencier sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Il a la connaissance du sujet, la compétence d'orateur, seulement il a de grosses lacunes en orthographe. Il ne s'agit pas de n'y accorder aucune importance, mais de relativiser. Parce que moi j'adore l'orthographe, mais il faut relativiser. Refusons-nous de comprendre un étranger venu s'installer dans notre région du simple fait qu'il s'exprime très mal dans notre langue. Grâce au langage du corps, nos gestes, nos regards, nous pouvons comprendre et nous faire comprendre avec quelques mots ou bribes de phrases dans les villages les plus reculés de notre planète. Je continue à lire, juste un troisième point. Si le monde était humaniste, alors c'est pas le moindre des points. La paix gagnerait du terrain. Les événements tels que la trêve de Noël de la guerre 14-18, à l'origine du film Joyeux Noël, se démultiplieraient. Au milieu de la boucherie innommable des tranchées, une poignée d'hommes avait décidé de faire la paix le temps de quelques heures alors qu'ils s'entretuaient le jour d'avant. La proximité les avait gagnés. Alors que la peur les habitait au quotidien, dans leurs tripes, ils se sont dépassés et ont fait confiance à leur cœur, cédant la place à la joie partagée de Noël. La machine de guerre actuelle, avec son matériel high-tech, fait que bien des assauts se font à distance. Lâcher des bombes, envoi de missiles, on a d'autant plus peur de l'ennemi qu'il est invisible ou difficilement accessible. On perd de vue le fait que l'on se bat contre un mortel comme nous, quand l'ennemi est de l'autre côté de la terre et non plus de l'autre côté de la tranchée comme par le passé. Renaud et Axel Red ont très bien chanté la mutilation opérée par le conflit qui se finit souvent en chair à canon dans leur chanson Manhattan-Kaboul. D'énormes moyens sont déployés pour stopper la montée du terrorisme. Le problème est que les terroristes ne sont pas localisés en un seul pays. Ils sont en puissance partout dans le monde, même dans nos vies locales. Certains sèment la terreur. Est-ce que ça signifie que l'on doive nécessairement
armer notre monde en escalade. La violence engendre la violence, c'est bien connu. La guerre laisse des traces indélébiles. N'êtes-vous pas choqués quand vous voyez des images de villes bombardées à la télévision, de voir les habitants passer leur quotidien dans les gravats? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment il est possible de reconstruire et de se reconstruire après une guerre? Voilà, c'est un début de plaidoyer pour un monde meilleur. Je finirai de le lire. J'attends évidemment vos commentaires. Moi, mon objectif, c'est de propager la parole sur un monde meilleur et de nous exprimer face à tous ceux qui occupent complètement les médias et qui, eux, prêchent vraiment un monde contaminé, pollué, malveillant, violent. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine et j'attends avec impatience tous vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne parce que si vous pensez qu'on a des affinités, bien sûr, et que ça vous plaît, vos commentaires seront lus. Donc ce ne sera pas que moi, ce sera vous aussi qui propagerez des belles choses positives. Je vous embrasse.